Le live du Forum des projets urbains continue et un Forum des projets urbains, ça marche avec des ateliers aussi. Et aujourd'hui, je reçois Anne-Mie Dupuis en duplex, architecte urbaniste pour UAPS, Karine Robert, directrice générale d'ICAD Synergie Urbaine, et Henri Specht, directeur du projet de village olympique de la Solidéo. Nous allons parler de l'atelier ILO D du village olympique de Paris 2024, aussi appelé les Quinconces. Alors, Henri Specht, rappelez-nous le contexte urbain de ce projet. Alors, le contexte du village des athlètes, c'est un projet exceptionnel qui s'installe entre la Seine, la vallée de la Seine, et la gare Saint-Denis-Pleyel, nouveau hub au nord du Grand Paris, entre les nouvelles gares du Grand Paris Express. Ce quartier, c'est finalement une transformation exceptionnelle de ce territoire, dans un territoire anciennement marqué par le tissu industriel du 19e siècle, mais qui s'installe aussi sur un socle géographique extrêmement riche. Ces bords de Seine que je citais tout à l'heure, et notamment les coteaux, le relief, avec la butte de Saint-Ouen, qui est l'occasion de valoriser, de mettre en scène à la fois des terrasses et des berges de Seine, qui vont faire l'objet d'un aménagement particulier, comme on a pu le connaître dans Paris, mais cette fois-ci en Seine-Saint-Denis, au service de la population de ce territoire. Alors, Anne-Mie Dupuis, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu toute cette dynamique et quel a été vos objectifs votre mission sur ce projet? Alors d'abord, il y a Dominique Perrault, architecte et Terre, qui ont fait un projet, une faisabilité du projet de village olympique avec une fiche de l'eau. Dans cette fiche de l'eau, on donne des règles, des orientations et des prescriptions que nous sommes demandés de traduire. Ce sont plutôt des conditions, je n'appellerai pas ça des contraintes, c'est des conditions dans lesquelles on travaille et qui nous permettent de faire un projet. L'îlot Quinconce s'insère dans une topographie très très forte et donne accès sur la Seine. C'est à travers le mail finaux qui longe l'îlot des Quinconces qu'on arrive de Pleyel jusqu'à la Seine. Et ce qui fait que cette opération, elle a à la fois une échelle métropolitaine parce qu'elle s'adresse au grand paysage, elle s'inscrit dans le système de la Seine, elle s'adresse au quartier, mais aussi à la commune, pleine commune. Voilà. Et ça déjà, c'est très important de comprendre. Et ensuite, mon rôle comme architecte urbaniste coordinatrice était de trouver quelques règles, quelques invariants à discuter avec les architectes et la maîtrise d'ouvrage en workshop avec la Solidio pendant le concours, qui a duré 7 mois, et de traduire cette fiche de l'eau dans un projet de bon sens et durable. D'accord. Alors, Karine Robert, parlez-nous un petit peu de la programmation de ce projet. Oui, la programmation, et pour rebondir sur ce que viennent de dire Henri et Anne-Mie, ce qui était assez impressionnant quand on a décidé de répondre à la consultation, enfin il y a plusieurs choses, mais il y a aussi, Anne-Mie rappelle qu'effectivement la phase de la consultation a duré environ 7 mois. 7 mois, c'est ça. On était 80 personnes, voire plus, à travailler sur ce projet. Ça a été un temps assez court, très structuré. Ça a nécessité, en tous les cas, de notre part, côté maîtrise d'ouvrage, une structure très forte, peut-être par rapport à d'autres types de consultations, où voilà, rapidité et structure et rigueur assez rapide. Du coup, on a travaillé beaucoup en workshop. On va peut-être y revenir, Tout à fait. tout à l'heure. Mais tout ça pour dire qu'on a tout de suite vu à la fois les enjeux que ça nécessitait voilà, d'organisation et donc d'une maîtrise d'ouvrage qui était solide. Mais pourquoi on a eu envie aussi de répondre à la consultation et évidemment ravi d'être lauréat de la réaliser maintenant, puisque là on vient de prendre possession d'une partie des terrains donc jeudi dernier. D'accord, donc prêt Le, à le construire 1er bientôt. avril, le 1er avril, jeudi dernier. Il fallait. Il fallait, voilà. Non, mais pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est aussi la démonstration de cette ville européenne, de cette ville à enjeu. Ça va être évidemment une vitrine internationale qui va être très forte. Et puis, en termes de projet, je dirais la bonne cohésion entre la nature, l'architecture, la fabrication de la ville, et évidemment l'environnement, mais je pense qu'Henri va y revenir aussi tout à l'heure. Donc on avait, je dirais, le cahier des charges, et non pas les contraintes, mais les conditions dans lesquelles on travaillait, comme le disait Anne-Mie, étaient extrêmement bien organisées. C'était l'occasion pour nous trois qui représentons
je dirais, en tous les cas, au nom de l'ensemble de l'équipe, ce qu'on peut réaliser sur l'ILOD, il se fallait que donc chacun ait bien son rôle. Et en fait, chacun a eu bien son rôle. La Solidéo, dans son rôle d'aménageur, à nous poser un certain nombre de conditions. Nous, dans notre rôle de maîtrise d'ouvrage urbaine et surtout immobilière, avec un groupement constitué donc de la Caisse des dépôts et de CDC Habitat, ce qui est assez exceptionnel aussi dans ce genre de concours, un investissement de la part de nous trois en tant qu'acteurs de l'utilité publique, avec RU Habitat aussi qui nous a accompagnés. Et puis, évidemment, le rôle de notre architecte urbaniste coordinatrice, avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, tous les architectes, les paysagistes, les BET qu'il fallait structurer et mener d'une main de maître. Alors, rappelez-nous Pardon, je crois que c'est au moins 50 000 mètres carrés, c'est ça, 53, 54 000 oui, mètres carrés? c'est un peu plus de 50 000 mètres carrés, 55 000 mètres carrés à peu près, avec un programme, donc évidemment, on le sait, l'enjeu, c'est, et ce qui est tout à fait remarquable dans le projet, dans le programme, c'est la réversibilité des objets, des immeubles que nous sommes en train et que nous allons réaliser. Donc avant tout la réversibilité, puisqu'on a effectivement les deux étapes qui sont à réaliser, à la fois pour le village olympique, les Jeux olympiques, puis ensuite en faire un quartier. Donc ça, c'est tout à fait passionnant d'avoir l'occasion de travailler sur ces deux temporalités. Souvent, on travaille sur l'échelle, et là, on travaille aussi sur la temporalité. Donc voilà, donc c'est effectivement un immeuble de bureau qui fait, je crois de mémoire, 8 000 mètres carrés à peu près, beaucoup de logements, des résidences-services, et surtout, une particularité, c'est un socle. C'est une particularité qui est plus significative sur l'îlot D, peut-être que sur les autres îlots, puisque du fait de la topographie, on a un socle qui est continu sur l'ensemble de la parcelle, qui monte parfois jusqu'à 12 mètres de hauteur, et qui, lui, est constitué d'activités et de services. Le Social Sport Club, le Studio Bleu, les collabs, des commerces et une brasserie. D'accord. Donc une topographie plutôt Peut-être qu'Annie spéciale. peut compléter sur la topo. Annie peut nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, en fait, d'abord, j'aimerais quand même revenir sur la question urbaine. C'est un projet inclusif. Voilà. On travaille sur un nouveau quartier pour Saint-Ouen, pour Saint-Denis. Et c'est d'abord un projet inclusif, et ce qui fait en sorte que le socle pour nous qui accompagne justement toutes les gens vers la Seine est un lieu de convivialité et qui s'adresse à tout le monde. Et pour cette raison-là, cette grande infrastructure qui s'adapte aux conditions topographiques du projet, qui a été entièrement réfléchi en coupe et qui représente en fait des espaces multiples de différentes hauteurs, allant pas peut-être 12 mètres, mais 9 mètres jusqu'à 4 mètres, est en fait le réceptacle de programmes possibles qui peuvent varier dans le temps, parce qu'on parle de l'évolutivité dans le temps, mais qui est portée par un seul unique investisseur à travers le temps. Le Social Sport Club, c'est un lieu qui est dédié, c'est ce qu'on a prévu aujourd'hui, mais on va le développer en 2025. Du coup, on ne sait jamais comment une programmation peut s'enrichir ou modifier quand même dans le temps, mais c'est l'idée de trouver des lieux pour faire du sport, pour les jeunes du quartier, pour ceux qui habitent, pour aussi les personnes âgées, pour retrouver à travers le sport un équilibre. C'est pour ça qu'il y a à la fois peut-être une offre de yoga, de pilates, de danse, de boxe ou autre. C'est aussi un travail sur les collabs, le système de conciergerie à l'échelle du quartier et à l'échelle du îlot quinconce, dans lequel on peut avoir une économie sociale et solidaire, le travail chez soi, le télétravail, et puis tout ce qui est commerce ou qui accompagne la ville d'aujourd'hui. C'est-à-dire en bas de chez soi, et pour ceux qui habitent et ceux qui habitent autour, parce qu'il y a d'abord, ce projet doit faire du bien à ceux qui sont déjà là dans la ville de Saint-Ouen et pleine commune. C'est un lieu, c'est une destination. Voilà, c'est ça qui est important à savoir. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Henri Specht, sur cette intégration de ce morceau de ville entre la gare Pleyel et la Seine. C'est le lien en fait avec ces deux morceaux de ville, futurs morceaux de ville. Effectivement, alors c'est ce que nous on appelle l'héritage. L'héritage, c'est à partir de 2025, c'est ce quartier qui va être livré quelque part
d'un seul coup, ce qui n'arrive jamais. C'est à peu près 250 000 m² de programmes immobiliers qui vont être livrés en 2025 pour les 2 villes de Saint-Ouen et de Saint-Denis, sans parler d'Île Saint-Denis, qui est un autre élément du village des athlètes pendant le temps des Jeux. C'est 50 000 m² de développement immobilier sur l'île Saint-Denis. Donc c'est un ensemble de 300 000 m² qui seront livrés en 2024. En un seul coup. En un seul coup. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, il ne faut jamais oublier la dimension paralympique. Et on est bien sur 2 temps de jeu qui se succèdent à quelques semaines d'écart. Et donc une première étape 2024, une seconde étape 2025. Et dans le cahier des charges, c'était l'un des principaux défis, c'était d'être capable de réfléchir ce morceau de ville sur ces 2 temporalités avec des contraintes qui leur sont vraiment propres. Le fait d'avoir un village des athlètes, c'est les contraintes pour accueillir des athlètes. 14 250 athlètes, qui est le nombre d'athlètes et accompagnants qui vont investir le village en 2024. Et donc vraiment un morceau de ville à ce moment-là. Et puis, à peu près 1 an plus tard, c'est l'ensemble de ce quartier qui va venir se greffer complètement avec les villes de Saint-Denis et de Saint-Ouen. Et à ce titre-là, la Solideo s'occupe non seulement de l'aménagement, l'accompagnement des opérateurs immobiliers, la livraison des espaces publics, mais produit également des équipements publics. Et donc sur chacune des communes, on va créer un groupe scolaire sur Saint-Ouen, un groupe scolaire sur Saint-Denis. On a aussi des crèches en pied d'immeuble. Et donc c'est vraiment une réflexion qui se fait de façon étroite avec le futur de ces 2 communes et plus globalement avec le territoire de Plaine Commune. On travaille énormément avec l'établissement public territorial de Plaine Commune qui nous accompagne au quotidien ainsi que les services de l'État. Et je pense notamment à la préfecture de Seine-Saint-Denis qui a accompagné l'ensemble des opérateurs durant l'année 2020 pour la préparation des permis de construire et de l'ensemble des procédures. Et l'ensemble a été mené en un temps record et finalement dans des conditions juridiques assez similaires à une opération d'aménagement classique. J'aurais souhaité rajouter un élément, c'est la question de l'ambition environnementale sur ce quartier-là. Et je pense que c'est important de le souligner, comme tu le disais tout à l'heure, ça faisait partie des éléments du cahier des charges de mars 2019, quand on a lancé la consultation au MIPIM à cette occasion-là. Et on a 3 piliers qui guident notre action sur la question environnementale. C'est la question du bilan carbone et finalement l'impérieuse nécessité de réduire drastiquement la question du poids carbone de nos constructions, la question de l'adaptation au changement climatique, avec notamment le développement d'un réseau d'énergie, à la fois en chaud et en froid, à l'échelle du quartier, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel sur cette échelle de projet. Et puis enfin, la question de la biodiversité, et je laisserai probablement Anne-Mie développer sur cet aspect-là, la question de la biodiversité qui est essentielle à l'aune de la 6e extinction. On se doit, y compris en milieu urbain dense, de développer et de travailler sur cette question-là. D'accord. Anne-Mie, on vous laisse la parole sur ce sujet-là. Alors, d'abord, je voulais dire, c'est un vrai défi de construire à plusieurs un quartier entier d'un seul coup. Parce que dans une ZAC classique, on fait îlot par îlot. Là, tout sort du même moment, ce qui fait que c'est un travail dans un temps très serré, parce qu'entre le concours et aujourd'hui, on a passé 2 ans, 1 an d'études et puis 7 mois à peu près 1 an et demi d'études et 7 mois de concours. Ce qui fait que c'est possible quand on discute tous ensemble, même à travers tous les confinements qu'on a reçus, qu'on a connus, le projet. La question de l'environnement est importante, pas simplement la biodiversité. Avant, il faut quand même qu'on dise, Henri, qu'on fait des ATEX et qu'on est en train de développer une filière, enfin, qu'on essaye de voir comment la filière bois et comment la filière de la construction bois avec la façade ossature bois puisse évoluer, parce qu'aujourd'hui, au-delà de 9 mètres ou de 18 mètres, on ne peut pas utiliser tous les matériaux, ce qui fait qu'on est quand même ensemble en train de faire une recherche aussi sur la manière comment on met des tuiles à recouvrement en terre cuite ou des faïences ou de l'enduit sur des panneaux bois qui ont des contraintes très fortes au niveau étanchéité à l'air. Après, effectivement, il y a toute la question de la nature en ville, la fraîcheur, la biodiversité. Dans notre fiche de l'eau, on avait une forêt à installer quand même qui fait 258 mètres de long à peu près, enfin 250 mètres de long sur 19 mètres de large. Il y a tout un travail de la gestion de l'eau, la gestion de l'eau sur un système uniquement gravitaire. On ne repompera jamais l'eau et avec la topographie, il fallait être
comment dire, précis comment le cheminement de l'eau va d'abord nourrir les espaces naturels et ensuite va être rejeté dans le réseau. On a la question des oiseaux migrateurs qui doivent se poser sur les toits pendant leur trajet, les nids qu'on installe dans les façades, voilà. Et cette fraîcheur, elle est importante, autant aussi dans la manière comme on a des planchers bois chauffants et refroidissants. On est branché sur un système chaud, on est branché sur un système froid, ce qui est rare. Voilà, tout ça fait en sorte que finalement, ce projet est pour moi un bel exemple qui dit qu'on peut y arriver aujourd'hui tous ensemble, même si on souffre un peu et qu'on a été pas mal charrette et qu'on a dû vraiment faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais à travers ce dialogue entre tous les partenaires, aujourd'hui, on a réussi à répondre à toutes les exigences qui étaient dans notre cahier de charge de la part de la Solideo en ce qui concerne l'environnement durable. Voilà. Et on a, je pense, réduit à 50% l'empreinte carbone. Et du COJO également, puisqu'effectivement, évidemment, dans les acteurs, il y a aussi le COJO qui nous a donné les conditions. Et c'est vrai qu'avec, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est Bien vrai sûr. que dans l'ensemble des appartements et des lieux de vie doivent être accessibles à tous. Et ça, ça fait partie aussi de l'exceptionnalité du cahier des charges proprement dit. Donc Cette adaptabilité à tous, en Exactement. l'occurrence, Donc on s'est à tous les posé athlètes, beaucoup de puis questions, après. enfin beaucoup de questions. Il fallait répondre au cahier des Oui, charges du COJO et puis dialoguer parce qu'il y a eu un vrai dialogue grâce à Solideo avec aussi le COJO pour parfois se poser la question effectivement du nombre de cages d'ascenseur pour une durée de 15 jours, etc. Enfin, donc il y a beaucoup de bon sens aussi finalement, parce que mhm, c'est vrai qu'on est dans un pays qui est très réglementé, puis parfois il faut aussi un peu du bon sens pour se poser les vraies questions de, voilà, quelle tonne on va mettre à l'ascenseur alors qu'il va être utilisé, bon voilà. Donc il y a plein de choses. Donc c'est vrai que c'est une prouesse à la fois, c'est la réversibilité des lieux, donc avec toute cette modularité qu'on va avoir au sein de la cellule de la cellule de vie, ces logements qui vont aussi devenir du bureau pour certains d'entre eux. C'est les ATEX, donc toute la créativité effectivement d'ingénierie et d'industrie qu'il faut mettre derrière, et l'adaptabilité et le fait que ça soit accessible à tous. Et alors, vous parliez de- comment dire, de dialogue énormément entre les personnes de vos équipes. J'imagine que ça a été aussi un dialogue avec les autres équipes, puisque vous parliez d'un plan eau réalisé par Dominique Perrault, si je ne me trompe. Et comment est-ce que ça a été orchestré? Comment est-ce que vous dialoguez avec les projets avoisinants et comment est-ce que vous arrivez à avoir, si vous voulez, une espèce de lien architectural dans tout cela? Alors, durant l'année 2020, en fait, sous l'égide de Dominique Perrault, qui est l'architecte urbaniste, on a organisé des ateliers architecturaux et de projets urbains durant lesquels l'ensemble des architectes étaient réunis et donc de chacun des groupements, enfin des opérateurs immobiliers qui pilotent des projets sur le village. Et donc, en fait, il y a vraiment eu une sorte de forum de projets piloté par Dominique Perrault qui a permis à chacun des architectes de mesurer le chemin parcouru par les autres concepteurs, et donc à la fois les architectes, mais aussi les paysagistes qui ont participé à ces forums et à ces échanges-là. Et donc il y a vraiment eu une communauté de conception quelque part, pilotée par le groupement, aussi par la Fabrique de la Ville, hein, qui était très présente avec Dominique Perrault pour animer ces ateliers-là, pour faire ces recollements. Et puis, côté maîtrise d'ouvrage, ça nous a aussi permis de comprendre là où il y avait éventuellement des décalages, ou au contraire, des familles de pensée qui s'organisaient. Et avec un élément architectural dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement important sur ce site-là, c'est la Cité du cinéma, qui mine de rien, par son Qui est empreinte, avoisinante. qui est avoisinante complètement, et qui par son empreinte, par ses tonalités, par son volume, a énormément conditionné ce qui pouvait se faire de part et d'autre. Et donc ça faisait aussi partie des ferments déjà présents sur le site et qui ont permis de guider les concepteurs par rapport à leurs propres îlots. Sans trop les contraindre? Vous n'avez pas eu ce sentiment d'être trop contrainte, par exemple, Anne-Mie? Non, pas du tout. Depuis le concours, on avait tous les 15 jours un rendez-vous avec Henri. Euh, Après, D'accord. c'était Jérôme Brachet, une fois qu'on a gagné, avec bien évidemment toute l'équipe dont il a parlé. Non, il n'y avait pas de contrainte, il y avait de l'enthousiasme.
il y avait de l'enthousiasme, il y avait une sorte d'écoute et d'échange qui nous permettait de continuer. Mais on a beaucoup donné, on a beaucoup travaillé, nous on a beaucoup travaillé en maquette. Et puis effectivement, le rose du Cité du cinéma nous a donné l'idée de travailler la terre cuite parce que c'était bas carbone. Ça nous a inspiré de ramener le tableau de Guston qui s'appelle Évidence pour travailler les couleurs de terre avec d'autres couleurs. Ça permettait, c'était un instrument de travail pour mettre tout le monde autour de la discussion du projet parce que chaque architecte, et je salue tous mes amis, Brenac et Gonzalez, Pascal Gontier, NP2F, Fagar Fontana, ECDM, je crois que j'ai oublié personne, et TN+, les paysagistes, ça nous permettait de discuter autour du projet et de mettre notre ego à côté. Et après, le travail de la Fabrique de la Ville avec Dominique Perrault et l'agence Terre était assez extraordinaire, ensemble avec la Solidio, bien évidemment, mais qui essayait de trouver le dénominateur commun ou qui essayait de spécifier les caractéristiques de chacun. Et puis, nous, on s'est tous rencontrés, on a eu des sortes de collages de la vision globale, on a discuté ensemble, puis les architectes se sont appelés nous, on s'est contactés, on s'est posé des questions sur des questions matériaux, des questions techniques et autres. Voilà, c'est un vrai travail d'équipe. C'est comme une équipe de sport, quoi. C'est de la cohésion et de l'entente et dans de bonne humeur. Non, puis on avait un lieu, c'était tous les mardis, je crois. Enfin, au moment dans tous les cas du concours, tous les mardis, on se retrouvait dans un lieu qui était dans le 93, un lieu dont la foncière tertiaire d'ICAD, qui fait partie d'ailleurs du Oui. groupement, en tant qu'investisseur des socles et des bureaux et des services, donc fait partie du groupement, mais enfin bon, peu importe, on s'était installé dans un lieu tous les mardis, toute la journée. Donc c'était un lieu qui était assez grand, qui faisait, je sais pas, 500 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc on avait suffisamment d'espace en rez-de-chaussée et on s'est fait donc des workshops dans ce lieu par thème. Donc voilà, on avait les 80 ou 100 personnes qui, d'elles-mêmes, chacun un responsable. Donc c'était chaque personne en fonction de l'ordre du jour de dire, bah tiens, là je vais apporter un plus, je vais apporter ma pierre à l'édifice, et c'est comme ça qu'on a travaillé au fur et à mesure. Donc on avait un workshop archi évidemment, un workshop programmatique et de nombreux workshops liés à l'ingénierie, l'ingénierie du projet et sa constructibilité. Moi je voulais juste revenir sur la dimension aussi effectivement sociale, puisque là on parle de l'investisseur, ça m'y fait penser. C'est vrai que là pour le coup, ce qu'on va faire, c'est on constitue un groupement qui permet d'être pérenne sur place. C'est-à-dire que comme effectivement on reste propriétaire en particulier de ce socle qui nous a beaucoup questionné, Anne-Mie, on s'en souvient toutes les deux, le nombre de discussions qu'on a eues en particulier toutes les deux en disant mais qu'est-ce qu'on fait de ce truc qui est massif, qu'il faut donner du contenu, comment on fait en sorte pour faire en sorte que ce lieu apporte quelque chose au quartier effectivement existant et futur, et inversement que le quartier puisse apporter quelque chose à ce socle. On part d'une page blanche au début, donc avec aussi une opacité bien normale autour. On ne connaissait pas le travail qui était fait par les îlots qui étaient limitrophes, puisque ils étaient également les uns les autres en concours. Donc on est un peu sur une page, un peu neutre et on doit créer quelque chose. En tout état de cause, bon, ce qu'on va créer, j'espère que ça va bien marcher, j'en suis sûre, sur la partie donc programmatique du socle. Mais en tout état de cause, c'est nous qui restons effectivement propriétaires de ces lieux-là. Et donc même si on sait qu'il y a des évolutions des choses, voilà, on a fait en sorte qu'on ait un groupement qui puisse répondre à la demande de la Solidéo et qui reste pérenne et avec un équilibre de ses fonctions de service et urbaines. On pense notamment du coup à tous ces services qui vont être créés sur ce site. C'est un plus, c'était un gage de qualité pour vous d'avoir de grands investisseurs comme ça, finalement de se porter garant
de la tenue dans le long terme de ce projet? Pour nous, c'était essentiel de se projeter au-delà de 2025. C'est-à-dire que finalement, une coque de commerce, ce n'est pas une fin en soi. Le vrai sujet, c'est la question de la vie du quartier et de pouvoir revenir 10 ans après la livraison du quartier et d'avoir un quartier qui vit et d'éviter à tout prix le phénomène des carreaux de plâtre. Donc c'était vraiment ce qui nous a guidés, c'était à la fois une ville avec toutes ses composantes, une ville vivante qui, 10 ans après, était capable à la fois de s'adapter aux évolutions du commerce. On ne sait pas de quoi sera fait le commerce dans 10 ans, ça c'est une évidence. Donc une réflexion aussi sur la nature même des coques et de se dire finalement le futur habitant du quartier doit trouver au pied de chez lui l'ensemble des ingrédients d'un quartier vivant. Et ça, c'était extrêmement important pour nous. Et aussi derrière, l'idée que le projet des socles était aussi la meilleure ouverture qui soit vers les bords de Seine. C'est-à-dire qu'on ne donnerait envie d'accéder aux bords de Seine qu'à condition d'avoir rendu le quartier vivant dans sa profondeur entre la rue Saint-Denis-en-Père et les berges de Seine. Et donc, c'était aussi une condition pour la suite de création d'une valeur ajoutée, une création de berges de Seine vivantes à toutes les saisons et à toutes les périodes de la semaine et à toutes les périodes de la journée. Et donc, c'est aussi un élément extrêmement important de ce point de vue-là. Alors, vous avez parlé de logement, d'habitation pour les sportifs, avec effectivement de fortes contraintes, que ce soit pour les athlètes ou les athlètes paralympiques. Qu'est-ce qui va en être après, Anne-Mie? Ce seront des logements grands, généreux, qui sont organisés suivant les principes du bioclimatisme. Ce sont des appartements qui sont plus grands que d'habitude et qui ont qui ont des balcons, dans notre cas de figure, des balcons filants d'1,50 m de profondeur qui permettent une circulation d'été aussi, parce qu'on peut circuler autour des chambres aussi avec ce grand balcon. Ce sont des appartements qui sont tous différents avec des parties communes éclairées. Il y a des lieux de partage parce que la typicité de ce programme, c'est avoir des lieux de refuge, des lieux en cas de crise, en cas de crue, en cas de grand chauffement climatique où les gens peuvent se retrouver dans des lieux de fraîcheur. Voilà. Ce qui fait que toute la richesse de la programmation qui était nécessaire aussi pour les JO permet d'avoir une autre réflexion peut-être sur l'habitat de demain. D'accord. On vous laisse le mot de la fin, Henri Specht. Écoutez, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à travers ce travail d'équipe, en 2020, on a obtenu près de 300 000 m² de permis de construire, 250 000 sur la ZAC du village olympique et paralympique, 50 000 sur la ZAC de l'écoquartier fluvial à l'île Saint-Denis. C'est finalement une note très positive. C'est-à-dire qu'en se serrant les coudes, on a continué de piloter ce très grand projet avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'appui extrêmement fort de l'État, mais on a réussi à obtenir ces permis de construire. Et aujourd'hui, on est au démarrage des chantiers de bâtiments, on est juste à l'heure, et ça nous permet, j'allais dire, d'aborder ce très grand projet avec finalement une envie qui continue d'être là, et en faisant la démonstration qu'on sera à l'heure sur ce projet. Eh bien, on le souhaite en tout cas. On souhaite une bonne continuation à ce projet Les Quinconces qui est finalement bien parti sur les rails. Anne-Mie Depuis, Karine Robert, Henri Specht, je vous remercie énormément et à tout de suite pour le live FPU.